accueillir sur ce débat qui va avoir pour thème 2012, des prophéties de fin du monde aux stratégies de transition énergétique. Pour discuter de ce thème, nous accueillons sur cette table ronde tout d'abord Didier Jamais, qui est journaliste scientifique, conférencier, éditeur et rédacteur en chef du site internet Ciel des Hommes, donc un site qui notamment traite de l'actualité spatiale. Il est également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et il est co-auteur tout récemment avec Fabrice Mottet, qui est un astrophysicien, de 2012, Scénario pour une fin du monde. Donc la fin du monde d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce qui est plausible ou pas? Il nous en parlera. Nous accueillons également à côté de lui Marc Jedlicka, qui lui est directeur de ESPUL, qui est une association qui a été créée en 1991 et qui est notamment à l'origine du développement du photovoltaïque en France et qui, par ses travaux, a su acquérir une reconnaissance institutionnelle à la fois au plan national et international. Par ailleurs, il est également l'un des auteurs du livre Manifeste Négawatt, Réussir la transition énergétique. Donc, il nous parlera notamment de ces problématiques. Et enfin, nous accueillons Michel Henrich, qui est donc député maire d'Épinal et qui est notamment maire d'Épinal depuis 1997. Député depuis 2002 et qui a une longue carrière politique puisqu'il a des mandats locaux depuis 1983 et lui va pouvoir notamment nous éclairer sur sa vision d'élu local et les possibilités d'action que l'on peut avoir lorsqu'on est finalement représentant au niveau des institutions. Alors, pour commencer, on va un petit peu dérouler cette table ronde en partant du titre. Donc, 2012, des prophéties de fin du monde. Didier Jamais, quelles sont les catastrophes naturelles, puisqu'on nous dit là, 2012, en théorie, tout va se terminer, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est plausible ou pas? Et surtout, quelles sont les catastrophes qui pourraient réellement frapper la Terre et faire disparaître l'humanité? Bonjour et merci Sylvie pour cette introduction, effectivement. Alors je crois que avant de s'intéresser aux causes finalement qui pourraient, aux phénomènes qui pourraient provoquer une catastrophe majeure et globale et donc remettre en cause la vie sur Terre et en particulier l'espèce humaine, je crois que ce qui est important, c'est de montrer d'où cela vient, d'où vient cette date de 2012 et plus particulièrement du 21 décembre 2012. Ça nous ramène en fait à une civilisation qui est la civilisation Maya, qui a connu son âge d'or entre le 6e et le 9e siècle de notre ère. C'était d'excellents astronomes. On a mis beaucoup de temps en Occident avant d'arriver à des calendriers aussi précis que ceux qu'ils avaient réussi à déterminer donc je dirais au tout début de ce qui était pour nous notre ère, et donc ils avaient acquis un savoir astronomique vraiment assez étonnant. Et parallèlement, je dirais, à cette activité qu'on pourrait qualifier de scientifique, au sens plein du terme, ils avaient également une vie spirituelle et religieuse, et ils avaient notamment une croyance qui était que le Soleil était une entité d'essence certes divine, mais mortelle. Et ils avaient pour ça un calendrier, mais qu'il faut prendre, je dirais, au sens métaphorique du terme, en tout cas, je dirais, symbolique. Et ce calendrier était le calendrier de l'espérance de vie du Soleil. Pour les Mayas, le Soleil avait une espérance de vie de 5125 ans. Et lorsqu'on prend le point origine de ce calendrier Maya, bien spécifique, parce qu'il y a plein d'autres calendriers Maya, mais liés à la vie du Soleil, eh bien on arrive au stupeur au 21 décembre 2012. Alors je pense qu'il ne faut pas accorder plus d'importance que ça à cette date qui pour eux était symbolique, mais il faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire qu'eux ont fait cette prédiction il y a plus d'un millier d'années, donc
ils se sentaient très peu concernés, et pour eux c'était un futur lointain dont ils ne s'imaginaient évidemment jamais être témoins, bien entendu. Donc cette date du 21 décembre 2012, qu'est-ce qui devrait se passer d'après les Mayas? Eh bien, le soleil connaîtra sa fin, et tout finira dans un grand tremblement de terre. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est la mort du 5e soleil pour les Mayas, mais auparavant, il y en a eu 4 autres. Et à chaque fois, je dirais, la vie a repris le dessus. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme, je dirais là encore, comme, j'oserais presque dire comme intuition, c'est-à-dire que moi, quand j'entends parler de ces 5 soleils, ça me fait penser aux 5 grandes crises biologiques que la vie a connues depuis on va dire, environ 500 millions d'années. Et alors pour les Mayas, c'était le soleil de Jaguar, où en fait, eh bien, des jaguars étaient venus, avaient dévoré les humains. Il y avait ensuite eu le soleil d'eau, qui c'était assez paradoxal pour un soleil, mais il s'était terminé dans un grand déluge. Et le soleil de vent, évidemment, l'ouragan, la tempête. Et je dois en oublier un, oui, le soleil de feu, qui s'était lui aussi terminé dans un grand incendie. Donc on voit bien qu'en fait, c'est qu'est-ce que les Mayas voulaient nous dire avec ces différents soleils, ces successions des soleils? C'était une façon de conjurer tous les grandes catastrophes naturelles auxquelles ils avaient pu être soumis, ou toutes leurs grandes peurs, et finalement de les exorciser par le biais de rites très précis qui étaient destinés à apaiser ces divinités. Rites qui passaient d'ailleurs par des sacrifices humains au besoin. Comme quoi, effectivement, il ne lésinait pas devant certains moyens. Alors, tout ça pour dire qu'est-ce qui nous est promis pour le 21 décembre 2012? Alors, si vous êtes, je dirais, de religion maya, vous avez parfaitement le droit de croire que tout va finir dans un grand tremblement de terre du fait d'un alignement avec le centre de la Voie lactée. Ce qui est vrai d'ailleurs, le 21 décembre 2012, nous serons le Soleil, la Terre et le centre de la Voie lactée, c'est-à-dire cette grande galette d'étoiles, de 100 milliards d'étoiles au sein de laquelle nous nous trouvons. Enfin, nous, on se trouve plutôt en banlieue d'ailleurs de cette galaxie. L'alignement sera parfait. Or, il se trouve qu'il est parfait déjà depuis environ le milieu des années 80 et qu'il va le rester encore quelques années. Et je dirais que la date à laquelle il était le plus parfait, c'était 1998. Et bon, vous êtes comme moi, vous n'avez pas constaté de grandes catastrophes majeures, sauf peut-être si vous êtes fan de football brésilien, puisque là, comment dire, le Brésil a perdu 3-0 contre la France. On peut comprendre que pour ces gens-là, c'était la fin du monde. Mais voilà, il faut reconnaître que c'était quand même assez anecdotique. Donc, alors, qu'est-ce qui, malgré tout, pourrait nous arriver le 21 décembre 2012? Imaginons que les Mayas, finalement, aient eu raison, aient eu une espèce de préscience, par quels moyens ça on se le demande, mais qu'est-ce qui pourrait encore, malgré tout, nous arriver comme mauvaise nouvelle? Eh bien, on est donc à peu près à 6 mois maintenant de l'échéance. Par exemple, on pourrait découvrir là, tout à l'heure, dans un observatoire d'Australie où il fait nuit, là, pour le moment, eh bien, un petit objet à peu près insignifiant, mais qui semble se déplacer très vite sur le fond du ciel. Et ça, c'est un astéroïde. Donc, un astéroïde, il faut savoir qu'il en est tombé régulièrement au cours de l'histoire de la Terre. Il en est même tombé, je dirais, de mémoire d'homme, puisque en 1908, on ne sait pas trop si c'était une comète ou un astéroïde, est tombé en Sibérie, dans la Tunguska, et ça a rayé de la carte absolument tout dans un rayon de 20 km. Ça a couché, bon, c'était que des arbres, ça n'est pas tombé dans l'eau, c'est heureux aussi, puisque ça aurait déclenché un tsunami considérable. Donc je dirais qu'à cette époque-là, en tout cas en Europe continentale, on a eu de la chance, parce que c'est tombé dans une région relativement inhabitée, mais ça se trouvait à la même latitude que Londres, en fait. Hein. Donc quelques heures après, enfin même une heure après, on aurait eu un désastre considérable je dirais, bon, je parlais d'Europe continentale, ça aurait été l'Angleterre, mais bon, ça ne serait pas passé inaperçu quand même. Ça aurait modifié la face de l'histoire, c'est absolument évident. Donc voilà, on est encore, je dirais, dans un intervalle de temps où on peut découvrir un objet en trajectoire de collision avec la Terre. Cela dit, ça ne peut pas être un très gros astéroïde, puisque les gros astéroïdes comme ceux dont on pense qu'ils ont donné le coup de grâce aux dinosaures mesurent dans les 10 km de diamètre, et ceux-là, l'intérêt de leur taille, c'est qu'on les voit venir de loin, et donc ça, on est certain qu'il n'y en aura aucun en trajectoire de collision avec nous pour cette date-là.
Autre hypothèse, je dirais, est-ce qu'éventuellement un supervolcan pourrait se réveiller? Ça, on sait que déjà des supervolcans ont failli avoir notre peau, hein, il y a 73 000 ans, c'est assez étonnant comme donnée, mais en comparant l'évolution de la génétique des populations et en la corrélant avec des événements volcaniques majeurs de l'histoire, on a retrouvé une corrélation entre une sorte de goulet d'étranglement génétique où en fait il semblerait que nous venions d'un petit groupe de survivants d'il y a environ 70 000 ans. Et ce que l'on remarque à peu près dans la même période, enfin aux erreurs de datation près, c'est que, eh bien, il y a 73 000 ans, il y a un volcan qui est entré en éruption en Indonésie et dont le sommet s'est entièrement volatilisé. Et c'était un sommet considérable parce qu'il faisait 100 km de long par 30 de large. Tout ce qu'il y avait au-dessus, c'était des millions et des millions et des millions de mètres cubes de roches, c'est volatilisé en poussière dans l'atmosphère, et par le jeu de l'atmosphère, c'est finalement, comment dire, a plongé la planète dans un hiver très très long de plusieurs mois, qui a coupé net à la base je dirais, la chaîne alimentaire. Donc, là encore, je serais tenté de vous rassurer, aucun supervolcan, et ils sont surveillés de près, ne montre de signes d'éruption imminente. On sait maintenant que ce sont des processus qui prennent extrêmement lents, ce sont des remontées de panache de magma volcanique très lentes. Alors même si on est relativement désarmé face à ce genre d'événement, on sait, ce dont en revanche on est certain, c'est que d'ici quelques dizaines de milliers d'années, on est certain que l'espèce humaine sera confrontée à un problème volcanique majeur. Donc, ça nous laisse encore de la marge, mais pour le 21 décembre 2012, globalement, moi je suis plutôt confiant et je peux vous souhaiter par avance une excellente année 2013. Merci beaucoup Didier Jamais.